Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté de la Terre et bonsoir pour ceux qui sont parmi nous. Ce soir, nous allons voir un peu tout ce qu'on peut dire sur les hormones et voir un peu comment vous allez pouvoir vous équilibrer avec tout cela. Les hormones étant fondamentales pour notre bien-être et pour notre vie quotidienne. Donc les hormones, il est important de voir que ça touche tout notre organisme. Et là, vous avez un petit schéma qui vous montre les différentes hormones que le corps a, donc la thyroïde, la parathyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires et les testicules pour les hommes. Donc, toutes ces hormones-là vont nous permettre d'avoir une bonne santé. Et donc, c'est important de savoir comment tout cela fonctionne et faire en sorte qu'elles soient optimum, c'est-à-dire leur apporter évidemment les bons nutriments, c'est-à-dire une bonne alimentation. Donc les différentes actions d'hormones, bon ça de toute façon vous aurez la possibilité de le revoir tranquillement après, c'est comment ces hormones sont contrôlées. Tout part au niveau du cerveau, il y a une structure dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, à partir de là qui envoie des messages à une glande qu'on appelle l'hypophyse, laquelle va envoyer des messages aux différentes glandes périphériques, que ce soit au niveau du foie, au niveau de la surrénale, au niveau de la thyroïde ou au niveau des organes sexuels. Et tout cela a évidemment ce qu'on appelle les rétrocontrôles, des feedbacks. Si la sécrétion d'hormones est suffisante, ça va informer au-dessus qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer des informations pour sécréter à nouveau ces hormones. Donc, ces hormones, il faut savoir que plus on va vieillir et moins elles vont fonctionner. Donc, c'est tout l'intérêt de cette information que nous faisons ce soir, c'est comprendre comment on va faire que notre corps puisse rester le plus jeune possible et le plus longtemps possible et en meilleure santé. Donc, pour le vieillissement, quels sont les changements, quels sont les impacts et quelles solutions s'offrent à nous pour vieillir le mieux possible. Donc, de quoi ai-je besoin pour les fabriquer? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'il faut que notre corps fabrique pour faire toute cette machinerie hormonale? Et ça, c'est une chose que vous connaissez bien et que tout le monde diabolise, et pourtant, c'est fondamental à la vie, c'est le cholestérol. En fait, tout part du cholestérol. Bon, ça, c'est une petite image sympathique pour voir que notre ami lapin a quand même contaminé pas mal des animaux de l'arche. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que l'arche de Noé a été faite par un apprenti, alors que le Titanic a été fait par des professionnels. Donc, méfions-nous toujours de cela. Donc, tout part du cholestérol, c'est le précurseur indispensable à la synthèse de cette grande famille d'hormones. Et attention, il ne faut pas le faire descendre trop bas. Ça, c'est un des gros problèmes à l'heure actuelle. C'est que si on le descend trop bas, notre machinerie hormonale ne va pas trop bien fonctionner et on va avoir tout un tas de désagréments, à commencer par la fatigue et tout un tas de choses qui ne vont pas bien fonctionner. Donc vous avez le noyau cholestérol et vous voyez que tous les noyaux de nos différentes hormones, que ce soit la cortisone, la progestérone, la testostérone ou l'oestradiol, partent du même noyau qui vient du cholestérol. Et à partir de là, l'organisme fait ses réactions biochimiques de manière à avoir ces hormones stéroïdiennes ou surrénaliennes. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre comment tout ça fonctionne. Vous avez le cholestérol qui va sur la prénégnolone, laquelle va se transformer en progestérone, puis en aldostérone, ou alors en 17-hydroxyprénolone, puis en D-hydroxyépiandrostendione. Tout ça, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle la fameuse DHEA, et laquelle va donner de la testostérone, et laquelle, si elle s'aromatise, donnera de l'œstradiol. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous voyez que les femmes, pour faire leurs hormones féminines, passent par l'intermédiaire de testostérone grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Enzyme qui est très intéressante pour les femmes, par contre, qui peut être embêtante chez les hommes quand ils prennent de l'âge, puisque cette aromatase s'active chez les hommes alors que normalement elle ne doit pas être activée. Et à ce moment-là, vous aurez des personnes âgées
masculines qui vont avoir notamment les seins qui vont se mettre à pousser. Donc vous avez tout ça a besoin d'énergie. Pour avoir de l'énergie, on fonctionne avec des mitochondries qui sont des micro-organismes bactériens dans nos cellules. C'est nos centrales énergétiques. Il faut savoir qu'on en fabrique énormément. On fabrique de l'ATP, c'est nos petites corpuscules énergétiques. C'est notre électricité interne. On en fabrique à peu près 40 kg grâce aux 1000 à 1500 mitochondries dans chaque cellule. Et elles convertissent aussi le cholestérol en hormones stéroïdiennes. Donc ça, c'est important à savoir. Donc on a besoin qu'elles fonctionnent bien. Et de là, très important, il faut qu'il y ait une activité physique parce que plus on va bouger, plus on va faire des efforts, plus on va faire du sport, par exemple, et plus le nombre de mitochondries va augmenter dans la cellule. Et plus il y aura de mitochondries, plus il y aura à disposition une certaine quantité d'énergie disponible. Et tout ça peut être gêné par la présence des toxiques, des prostioxydants ou des toxiques environnementaux, les pollutions, etc. Donc là, vous avez tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, les xénobiotiques, les métaux lourds, etc. Sans oublier, au niveau nutritionnel, si vous avez une alimentation qui n'est pas assez riche ou pas assez variée, et évidemment aussi les chocs émotionnels qui peuvent bloquer le bon fonctionnement de cette machinerie assez fantastique. Donc une bonne alimentation riche en antioxydants est donc indispensable pour protéger les mitochondries et fabriquer nos hormones. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin, la mitochondrie? Se protéger contre le stress oxydant. Donc là, vous avez le zinc, le sélénium, manganèse, cuivre, le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, les polyphénols, le glutathion réduit, vitamine A, C, E. Bon, tout ça, vous ne cassez pas la tête. Vous l'avez dans certains complexes orthomoléculaires, notamment dans la gamme fusionnate. Vous avez l'antioxydium qui contient tout ce genre de nutriments. L'entrée des substrats, c'est la carnitine et les gras polyinsaturés. Ça, c'est pour faire rentrer les produits à métaboliser dans la mitochondrie. Les enzymes des métabolismes, acide alpha-lipoïque, vitamine B1, B2, B3, B5, le magnésium, très important, le glutathion, que vous avez aussi dans l'antioxydium, la protection des complexes, le Q10, le cuivre, l'acide alpha-lipoïque et les polyphénols. Donc le glutathion est très important parce qu'il permet d'éviter les incendies inflammatoires. Donc c'est un très grand contrôleur des radicaux libres, lesquels radicaux libres, s'ils ne sont pas contrôlés, vont mettre le feu à la cellule, et le feu, c'est ce qu'on traduit par de l'inflammation. Donc maître réducteur indispensable et qui permet de limiter et circonscrire les dégâts oxydatifs. Donc ça, c'est très important d'avoir suffisamment de glutathion, que l'on peut trouver déjà dans notre alimentation. Encore faut-il pour cela qu'on mange suffisamment de ce qu'on appelle les brassicacées, donc les choux, les choux de Bruxelles, le brocoli, etc., qui nous amènent suffisamment de produits pour fabriquer le glutathion. Si on ne mange pas suffisamment de ces choses-là, on revient au glutathion qu'on peut trouver dans les compléments. Et là, je l'aurais dit encore une fois, l'antioxydium contient du glutathion qui évite d'avoir les incendies qui ne sont pas contrôlés. Donc l'antioxydium, un des produits anti-vieillissement par excellence. Donc, vous voyez la composition avec la vitamine C, de la grenade, du resveratrol, de la vitamine E, du glutathion, des polyphénols, du sélénium, etc., de la zazanthine, de la vitamine A, du bêta-carotène. Vous aurez tout ça dans une capsule. Donc, c'est à prendre une capsule le matin ou le midi, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Donc là, vous avez la formule, vous le lirez tranquillement. C'est pour bien comprendre comment on fait une formule orthomoléculaire. On essaye de faire une synergie qui permet d'avoir une action globale sur un des éléments. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'aromatase, donc très intéressant cette aromatase, surtout pour les femmes. Par contre, chez les personnes âgées, notamment les hommes, elle est plutôt délétère. Elle joue un rôle dans la fabrication de nos hormones, notamment à partir de la testostérone, qui permet de la convertir en oestradiol. Donc, avec l'âge, la production d'aromatase a tendance à augmenter, ce qui explique l'élévation du cholestérol et la chute
de la testostérone. Ça, c'est une chose qu'on voit très souvent, c'est qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, le cholestérol monte tout doucement, tout simplement parce qu'on n'arrive plus à fabriquer assez d'hormones, et donc l'organisme, pour tenter de compenser cela, va augmenter son cholestérol. C'est pourquoi les hommes d'un certain âge et les hommes en surpoids ont tendance à se féminiser avec la poussée des seins. C'est à cause de cette aromatase. Donc cette aromatase peut être contrôlée par plusieurs éléments, mais il faut savoir que cette aromatase va s'augmenter en fonction de l'âge. Si on a trop de surpoids, donc on le voit de plus en plus, les surpoids et les obésités. L'hyperinsulinisme, pareil, avec la consommation accrue de sucre à tout va, on entraîne ce qu'on appelle un hyperinsulinisme, c'est-à-dire que votre insuline sera de moins en moins efficace, et donc le sucre va augmenter dans le sang, ce qui va nous poser tout un tas de problèmes. Et l'alcool, qui participe à ces processus. Vous avez deux éléments qui permettent de limiter le développement de l'aromatase, c'est la grenade et le resveratrol qu'on trouve notamment dans le raisin. Et attention, le raisin, c'est le raisin que l'on mange et pas le jus de raisin fermenté que l'on aime bien à certaines occasions, en sachant qu'un verre est bon pour la santé, un verre de vin rouge, la bouteille, c'est bon pour le moral, mais pas tous les jours. Donc là, vous avez le niveau des hormones que l'on voit quand on prend de l'âge. Donc l'optimal, c'est 100%. Le 100%, c'est en général quand vous avez 25 ans. Et ensuite, vous voyez que tout dégringole, sauf l'insuline, puisque nous avons une résistance à l'insuline, ce qui fait que quand on vieillit, au lieu que l'insuline baisse, elle va de plus en plus augmenter, ce qui va entraîner, entre autres, un affaiblissement complet du pancréas, et nous n'aurons plus suffisamment d'insuline pour gérer notre sucre. Vous voyez aussi que vous avez deux autres hormones hypophysaires qui vont augmenter, c'est la FSH et la LH, que l'on voit essentiellement chez les femmes au moment de la ménopause et qui nous entraînent, entre autres, les désagréments de la ménopause qu'on appelle les bouffées de chaleur. Ça, c'est un petit tableau qui vous résume un peu les différentes fatigues. Quand vous êtes fatigué, c'est très important, l'heure de la fatigue. Est-ce que vous êtes fatigué le matin? Est-ce que vous êtes fatigué toute la journée, etc. Et là, vous avez les diagrammes qui vous montrent que si vous avez une faiblesse d'hormones thyroïdiennes, la fatigue est plutôt du matin. Si vous manquez d'œstrogène, c'est une fatigue légère, mais toute la journée. Un manque d'androgène, c'est une fatigue légère, mais avec des pics au moment des efforts physiques. Le manque de cortisol, grosse fatigue le soir et pendant les périodes de stress. Le manque d'hormones de croissance, une fatigue à partir de la deuxième partie de la nuit. Et le manque d'aldostérone, c'est une fatigue essentiellement quand vous changez de position, de la position couchée à la position debout. Donc pareil, un petit diagramme qui vous montre vos taux d'hormones par rapport à l'âge. Et vous voyez que passé 50 ans, les choses commencent à diminuer drastiquement puisque à ce moment-là, vous êtes à peu près à 50% de votre taux de 25. Donc à chaque communication hormonale, vous avez besoin de molécules nutritives. Et donc, ça va dépendre essentiellement de ce que vous mangez et comment vous supplémentez votre alimentation, puisqu'on sait à l'heure actuelle que, quoi que vous mangiez, l'alimentation moderne et surtout les polluants, stress, métaux lourds, xénobiotiques, perturbateurs endocriniens et maintenant, on le sait aussi, les microplastiques, tout ça va entraîner un besoin accru de micronutriments et notre alimentation, à ce moment-là, ne suffit plus. On avait calculé que pour avoir les nutriments, pour être optimum, il faudrait à peu près manger 4000 calories. Or, on sait qu'il nous en faut à peu près que 2000, ce qui veut dire qu'à 4000, on aura des problèmes de surpoids et d'obésité, ce qui ne va pas nous améliorer. Donc, avant une supplémentation hormonale, il faut vérifier l'activité du système nerveux central, donc c'est très important. Il faut apprendre à gérer le stress, donc les techniques de relaxation basées essentiellement sur le souffle. Vous en avez une excellente que vous pouvez trouver sur tous les smartphones. Vous téléchargez l'application Cohérence cardiaque et vous faites vos exercices réguliers de manière à détendre votre système de stress et surtout passer en ce qu'on appelle parasympathique pour retrouver une certaine sérénité. L'activité mitochondriale, on en a parlé
au début. La fluidité des membranes, très important, c'est le bilan des acides gras. C'est notamment l'apport de ce qu'on appelle les oméga 3, lesquels oméga 3 que l'on peut trouver soit au niveau des végétaux, c'est l'huile de noix et l'huile de lin, soit au niveau des produits de la mer, dans les poissons ou les algues. La présence d'un syndrome métabolique, bon là on sait que de toute façon qu'il y a eu un problème, puisque de toute façon ça démarre avec un surpoids. L'homocystéine, bon ça c'est une molécule chimique que l'on peut vérifier dans le sang. Et évidemment le statut en fer en sélénium, qui peuvent être aussi dosés dans le sang. Donc, mettre en charge une prise en charge du signal précoce et agir avant que la maladie arrive, ce qu'on appelle l'hormononutrition, de manière à retarder le plus tard possible la prise d'hormones de synthèse, puisque dès qu'on commence les hormones de synthèse, on aura du mal à retourner en arrière. Donc, la baisse hormonale sur la thyroïde, très fréquent après 40 ans, encore plus chez les femmes que chez les hommes, puisqu'elles, au fur et à mesure de l'âge, elles vont avoir une chute hormonale brutale, notamment au moment de la ménopause. Et cette chute hormonale brutale entraîne souvent une baisse concomitante de la thyroïde. Et c'est là où vous avez ces fatigues, notamment du matin. Vous avez ces bouffées de chaleur, vous avez cette frilosité, etc. Mais vous vous embêtez pas, vous avez des questionnaires qui vous permettent d'apprécier le déficit hormonal que vous avez. Donc, bon, on va passer ça. La plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Les hormones thyroïdiennes, vous avez la T4 qui est inactive, qui se transforme en T3 qui est active. C'est cette hormone-là qui est biologiquement active. Et donc, elles permettent de régler l'énergie, la température corporelle, le fait d'avoir froid ou chaud, le poids et l'énergie. Hein. Quand vous manquez d'hormones thyroïdiennes, vous prenez du poids et vous manquez d'énergie, donc vous êtes fatigué. Donc, c'est une des hormones majeures de notre organisme. La thyroïde booste presque toutes les hormones. La mélatonine donne du rythme. Donc c'est important puisque toutes les hormones thyroïdiennes sont fabriquées dans la nuit et sont utilisées dans la journée. Donc là, vous avez le petit questionnaire. Alors ces questionnaires-là, si vous les voulez de manière imprimable, vous pourrez les demander à Physionat et vous leur demandez le questionnaire sur les hormones et ils vous feront un plaisir de vous les offrir. Donc, je suis devenu frileux, j'ai les mains et les pieds toujours froids. Le matin, j'ai le visage bouffi. J'ai tendance à grossir, j'ai la peau sèche, j'ai du mal à me lever le matin. Je me sens plus fatigué au repos que lorsque je suis actif. Je suis constipé, mes articulations sont raides le matin et j'ai l'impression de vivre au ralenti. Donc, si vous avez en dessous de 10, il n'y a pas de souci. Si c'est entre 10 et 20, il y a sûrement une carence. Et au-delà de 20, vous êtes sûr d'être en carence. Donc, ça, c'est important de vous faire ces petits questionnaires pour voir un peu où vous en êtes. Donc, il y a un des compléments que peut vous fournir Physionat, ce qu'on appelle l'iodome. Cette formule est très intéressante. Elle avait été faite à l'époque par le professeur Rapin de Dijon, qui est le professeur qui a fait un certificat universitaire de micronutrition, le seul qui existait en France. Donc, très, très intéressant comme formule, parce que vous avez dedans de la tyrosine, qui est un des précurseurs de l'hormone thyroïdienne, puisque ça va faire de la thyroglobuline. Vous avez de l'iode qu'on retrouve à partir du fucus, qui est une algue. Et là, vous avez la quantité d'iode physiologique nécessaire par jour. Vous avez du magnésium pour les fonctions métaboliques, le coenzyme Q10, le zinc et le sélénium, qui permettent à l'organisme de transformer ces pré-hormones en hormones actives. Et ceci, vous le prenez le soir, puisque comme je l'ai déjà dit précédemment, vous fabriquez vos hormones thyroïdiennes pendant la nuit. Alors que si vous prenez une hormone thyroïdienne de synthèse déjà toute faite, là vous la prenez le matin puisque le boulot a déjà été fait, et donc ce n'est pas la peine de la prendre le soir. Au contraire, ça pourrait vous empêcher de dormir. Donc vous prendrez votre hormone le matin, alors que là, vous êtes en précurseur, c'est pour fabriquer vos hormones, vous le prenez le soir. Petit détail, si vous prenez une hormone qui contient de la T3 et de la T4, comme le Thyral, on répartit les doses en prenant une partie le matin et une partie le midi. On ne prend pas tout le matin, puisque la T3 a une demi-vie courte, c'est-à-dire qu'elle s'élimine rapidement. Donc il faudra faire 2 prises par jour.
Donc l'important des synergies, bon, ça vous regardez tranquillement, hein, tout dans l'organisme, il y a plein de synergies comme ça. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des complexes, vous n'avez pas un seul produit, vous avez tout un tas de cofacteurs, de minéraux, de vitamines qui permettent à la fonction que l'on veut traiter, si on veut être antioxydant ou si on veut améliorer les perméabilités de l'intestin, etc., d'être optimum. Donc le cortisol avec l'âge, c'est pareil. Le cortisol s'élève en raison du stress chronique et ça pose un gros problème parce que vous allez épuiser votre surrénale. Et donc, elle ne sera plus capable de réagir aux à-coups des stress répétés. Donc, vous allez avoir de l'inflammation, de l'insomnie et un déclin de la fonction immunitaire. Vous savez qu'il y a un stress majeur, on sait que ça diminue à peu près votre capacité immunitaire de 50%. Donc là, il faudra penser, là, vous avez des complexes aussi au niveau des gammes nutritionnelles, comme l'immunium, très intéressant puisqu'il contient de l'échinacée, qui est la petite fleur violette des prairies aux États-Unis, qui a évité tout un tas d'infections au moment de la guerre de sécession aux États-Unis et qui avait été apportée par les Indiens. Vous avez la grille du chat, plante très intéressante amazonienne, qui a une des plus grandes actions antivirales et antibactériennes. Et vous avez l'astragale, qui est bien connue aussi pour son rôle. Donc l'immunium, pensez-y notamment l'hiver, vous en prenez une capsule par jour et ça vous permettra d'augmenter votre immunité de base et éviter d'attraper tout ce qui passe. Donc les hormones de stress, vous en avez deux, le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline étant la première sécrétée quand vous avez un stress, puisque c'est elle qui va vous permettre de vous battre ou de fuir, alors que le cortisol est en deuxième lieu pour essayer de réparer tout ça, sauf que en général, quand le stress est chronique, le cortisol ne baisse plus. Donc ça, c'est important à savoir, en sachant que le stade ultime de la baisse du cortisol, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et c'est là, ça arrive quand vos surrénales sont complètement épuisées. Donc l'ACTH, c'est l'hormone de l'hypophyse qui permet d'activer le cortisol. Donc là, c'est pareil, vous avez un questionnaire, vous regardez et vous évaluez si votre taux d'ACTH est suffisant ou pas. Le manque de cortisol, pareil, encore un autre questionnaire. On le valorise et on regarde où on en est de ce côté-là. Quand vous avez trop de cortisol, le stockage au niveau de l'organisme se fait en haut, au niveau des épaules et du cou. C'est-à-dire tous les gens que vous voyez comme ça, qui ont des épaules larges, un cou épais, et où le panicule adipeux s'est mis sur la partie supérieure, c'est trop de cortisol et ce sont des gens qui mangent trop. Vous n'avez qu'à regarder un zébu en Afrique. Les zébus ont une bosse de graisse de réserve. Ben, la bosse de réserve, elle est au niveau des épaules, des pattes avant et non des pattes arrière. Donc, c'est ceux qui mangent. S'ils ne mangent pas trop, ben, ils ont une bosse très petite. Hein, c'est les graisses de réserve, mais avec des gens qui, de toute façon, mangent. Cela, leur faire un régime, leur faire que du bien. Et en plus, c'est le profil qu'on appelle cardiovasculaire. Ce sont des gens qui vont nous faire facilement des phénomènes cardiovasculaires à type d'attaque ou d'AVC ou d'AIT, etc. Donc ça, c'est des remèdes homéopathiques qu'on utilise dans ce type d'obésité. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'homéopathie, bon, vous le lirez tranquillement, hein, vous avez le Nux vomica, intéressant, l'antimonium crudum, notamment pour les grignoteurs, et le sulfure. Donc ça, c'est 3 grands remèdes de ce type d'obésité. Il faut savoir que dès que vous avez une déficience en cortisol, vous avez vu que le cortisol, vous le fabriquiez, entre autres, à partir de la DHEA. Donc, cette DHEA est indispensable. Dès que vous avez un traitement par cortisone ou autre, il faudra penser à rajouter de la DHEA. Ou, quand vous vieillissez, mais ça demandera un bilan sanguin de manière à voir si votre taux est trop faible et que vous n'arrivez plus à le monter naturellement avec des stimulants surrénaliens naturels que l'on va le voir prochainement. À ce moment-là, il faudra penser à rajouter de la DHEA que peut vous fabriquer votre pharmacien, mais ça, c'est sous contrôle à partir d'une prise de sang.
Donc ça, c'est si on doit faire un traitement à la DHEA, comment on le fait? Si la déficience est légère, modérée ou sévère, on en donne un peu plus chez les hommes et un peu moins chez les femmes. Donc le produit pour stimuler la surrénale, c'est le stimulium, comme son nom l'indique, hein, qui contient de l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, c'est ce qu'on appelle le ginseng de Sibérie, la maca, qui est le produit qu'utilisent les Péruviens, notamment quand ils ont des gros exercices qui montent en altitude. Le Tribulus terrestris, la plante la plus importante au niveau de l'activation de la testostérone, donc très important notamment chez ceux qui font du sport ou chez les personnes âgées. Le Damiana aphrodisiaca, pour ceux qui vont dans les îles, vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle le bois bandé. Le ginseng rouge, donc ça, on n'en parle plus, fait partie de la connaissance globale. La noix de cola, qui est un stimulant qui est beaucoup utilisé en Afrique, et ce que j'appelle moi la soupe orthomoléculaire, de manière à ce que tous ces différents nutriments fonctionnent à 100%. Donc ça, vous en donnez un le midi ou un le matin en fonction de comment est votre fatigue. C'est à vous de choisir. Donc les androgènes, donc les hormones mâles, leur fonction, c'est la libido, la masse maigre, la densité osseuse, la souplesse de la peau, la fonction cognitive, l'énergie, l'état général. Il faut savoir que chez les femmes, elle est 20-30 fois inférieure à celle de l'homme. Mais par contre, il faut bien savoir que chez les femmes, la libido dépend aussi de la testostérone. C'est pour ça qu'à la ménopause, s'il n'y a qu'un ajout, notamment quand elles font un traitement substitutif à base de pilules hormonales, mais avec des oestrogènes et de la progestérone, et qu'il n'y a absolument pas du tout de testostérone, à ce moment-là, elles vous indiquent qu'elles ont aussi une baisse de libido. Donc, dans le cortisol, vous avez des plantes qui peuvent vous aider. Si vous avez un cortisol qui est trop haut, ben vous avez 3 plantes majeures, c'est le cassis, le ginkgo biloba et le ginseng. Et quand il n'y en a pas assez, ben vous retrouvez aussi le cassis, le griffonia et la réglisse. Très intéressante la réglisse qui vous permet de remonter ce cortisol. En plus, la réglisse a une grosse action au niveau digestif. Elle est anti-inflammatoire digestive. Donc, elle est très, très intéressante parce qu'on a de plus en plus de coliques. Et cette réglisse, c'est vraiment une merveille. Elle a aussi la possibilité d'augmenter la tension, notamment chez les personnes qui ont une tension un peu faible. Par contre, prudence si vous avez trop de tension. Sinon, c'est une merveille de plante. Surtout que vous avez de la réglisse dans une boisson qui est facile à trouver, qu'on appelle l'anthésite. Vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces au rayon des sirops. Et vous mettez quelques gouttes dans de l'eau. Ça vous permet d'avoir un traitement à bas coût. L'hormone de croissance, la baisse naturelle avec l'âge, donc ça fait partie aussi des éléments. La mélatonine, donc très intéressant parce qu'elle agit sur tout ce qu'on appelle la chronobiologie, et en plus elle est fondamentale au niveau du sommeil. Donc cette mélatonine, vous allez l'obtenir à partir d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane, lequel va se transformer en sérotonine, qui est le neuromédiateur de la relaxation et de la zénitude, laquelle va se transformer en mélatonine. Donc tout part du tryptophane, sérotonine et mélatonine. Donc le tryptophane que vous trouvez dans le sérénium, avec tout un complexe de vitamine B, et en général on dit de le prendre vers 17 heures parce que ça va permettre à peu près en 5 heures de faire votre mélatonine et en 3 heures de faire de la sérotonine. Ce qui fait que si vous prenez à 17 heures, vers 20 heures, vous aurez suffisamment de sérotonine, ce qui évitera les boulimies sucrées de ce moment de la journée. Donc très intéressant quand on veut perdre du poids et où le repas le plus important est celui du soir. C'est que le soir, si on veut perdre du poids, il faut supprimer tout ce qu'on appelle les blancs, donc tout ce qui est farine, riz, pain, pâtes, tout ce qui va apporter des amidons, et supprimer tout ce qui est gras, donc les fromages, les huiles, etc. Et à partir de là, en mangeant des légumes et des protéines légères comme le poisson, le poids diminuera régulièrement. Et si vous avez des problèmes de sommeil,
vous avez une formule sommeil qu'on appelle le Somnimax, qui contient 7 mélatonine avec du magnésium, du GABA, qui est un neuromédiateur relaxant, l'ashwagandha, la mélisse et la valériane. Donc ça, c'est un complexe qui vous permet de retrouver un sommeil naturel. Alors, si vous avez des problèmes pour vous endormir, vous le prenez à peu près 1 heure avant de vous coucher. Si vous avez des problèmes de réveil dans la nuit, vous le prenez au coucher. Donc, les œstrogènes, on passe. Les hormones sexuelles, bon, on passe, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça part d'une chose qui ennuie quand même pas mal de nos consoeurs. C'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, vous savez que chez les femmes, vous avez un cycle qui fait que vous avez des sécrétions d'hormones qui ne sont pas linéaires, qui ont des pics et des creux, de manière à permettre, entre autres, la nidification, c'est-à-dire que tout ça est fait pour accueillir un nouvel enfant. Et donc là, vous avez des sécrétions hormonales qui vont permettre de préparer l'endomètre, l'utérus, à accueillir un œuf fécondé. Et si il n'y a pas de fécondation, à ce moment-là, tout ça est éliminé, c'est ce qu'on appelle les règles, et le cycle recommence. Le problème, c'est que ces hormones agissent entre autres au niveau des autres hormones et vont donc apporter chez les personnes sensibles tout un tas de désagréments qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire avant les règles, il faut savoir qu'énormément de femmes sont touchées. Donc, vous avez les seins douloureux, les maux de tête, le ballonnement, les maux de rein, la prise de poids. Et au niveau psychologique, l'irritabilité, dépression, fatigue, agressivité. Donc ça, vous comprenez que ce n'est pas facile à vivre pour elles et ce n'est pas facile à vivre pour leur partenaire de vie. Donc ce syndrome prémenstruel, les tensions nerveuses, les œdèmes. Pourquoi il y a des œdèmes? Parce qu'il y a une augmentation d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Les tensions au sein, parce que c'est une augmentation d'une hormone qu'on appelle la prolactine. Les maux de tête, les migraines, des crises de vésicule biliaire, des gastralgies, l'acné, le psoriasis. Donc, c'est pas facile à vivre. Et des troubles urinaires, cystalgie, polyurie. Il peut y avoir aussi des rhinites, des angines et de l'aphonie. Vous voyez que ça peut toucher tous les systèmes. Donc, traitement séquentiel, vous avez quelque chose qui marche bien en homéopathie. On donne au 14e et au 20e jour une dose de folliculum, alors soit du 9, soit du 15, soit du 30. Bon, ça, c'est soit votre expérience personnelle, soit vous demandez à votre thérapeute de vous conseiller. Mais déjà, une 9CH fonctionne très bien. Et l'ucléinum, qui est le corps jaune, c'est les hormones qui sont sécrétées en deuxième partie de cycle, au moment où il y a l'ovulation. Et là, on va donner 3 granulés du 10e jusqu'aux règles. Et ça permet d'atténuer énormément tous ces désagréments. Donc, quand vous avez trop d'œstrogènes, anxieuse, irritable et agressive, et quand il n'y en a pas assez, déprimé, fatigué, et libido diminue ou absente. Bon, ça, vous regarderez ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie relative. Elle est relative pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas qu'il y ait tellement d'œstrogènes, mais c'est surtout que la progestérone est trop basse. Si bien que pour l'organisme, c'est considéré comme une hyper, alors que le taux d'œstrogène est normal. Par contre, la progestérone étant très basse, il n'y a pas d'équilibre et donc il y aura tout ce panel de manifestations. Donc là, l'hyperaldostéronémie, on en a parlé, c'est ce qui fait gonfler les personnes. Donc là, vous avez tous les signes, mastalgie, c'est douleur au sein. Et vous voyez tout ce qui se passe. Les caillots, les tendinites et autres, les douleurs abdominales, l'irritabilité. Bon, la plupart connaissent bien ça, puisque souvent, à un moment donné de leur vie génitale, elles ont eu ce type de problème.
Donc ça, c'est un petit schéma. Bon, vous le regardez de loin, parce que si vous n'êtes pas professionnel de santé, ça va commencer à devenir rébarbatif. Il faut savoir que quand vous avez des hormones, elles sont éliminées, et suivant la voie que l'organisme va utiliser pour éliminer, soit il n'y a strictement aucun risque de cancer, c'est ce qu'on appelle la 2-OH, hein, qui dépend de la 2-hydroxylase, et ça dépend d'un certain type d'enzymes qui sont codés par nos gènes, et donc quand on est à cette 2-hydroxylase qui fonctionne bien, on n'a pas de risque de faire un cancer. Si on a une 4-hydroxylase, donc on a un peu plus de risque. Par contre, ce qui est dangereux, c'est la 16-hydroxy. Et là, par contre, c'est dangereux. Et ces personnes-là, il faudrait absolument éviter de leur donner des hormones synthétiques à type d'œstrogène. Donc ça, normalement, on peut faire des tests au niveau sanguin pour savoir quel est votre rapport entre les 2 et les 16, de manière à savoir s'il faut faire une prévention ou pas, notamment chez les personnes qui ont eu des antécédents de cancer du sein. Donc, détoxification des oestrogènes, on vient de le voir. Donc, celles qui n'en ont pas assez, en général, c'est les femmes longiligne, minces et sans graisse. Cycle court, mastose fréquente à composante kystique, des migraines et les kystes. Bon, on passe, ça c'est tous les signes, les bouffées de chaleur, etc. Ben, c'est ce que vous avez aussi à la ménopause, puisque vous n'avez plus beaucoup d'œstrogènes, puisque la sécrétion s'arrête. Les changements de la peau et des cheveux, hein, c'est très, très fréquent, parce que ce qu'on voit souvent, c'est une sécheresse des différents tissus. Pourquoi? Parce que les hormones tiennent l'eau. Donc le fait de ne plus avoir d'œstrogènes, eh bien, vous avez de moins en moins d'eau, et donc les tissus, ça sèche. Donc la peau devient plus sèche, les cheveux plus fins, y compris les muqueuses, c'est-à-dire les muqueuses des yeux ou les muqueuses intimes, deviennent sèches. Donc manquez-vous d'œstradiol, d'hormones féminines, donc ça, pareil que tout à l'heure, vous avez les questionnaires, vous regardez. Donc ces oestrogènes ont un rôle aussi sur la densité de l'os, hein, l'élasticité de la peau, donc ça on en a parlé, et l'impact sur la ménopause, les bouffées de chaleur, la sécheresse, on en a parlé. Donc les signes du déficit en oestrogènes, vous les avez là, avec femmes ménopausées et pas ménopausées. Les signes d'un excès en oestrogènes, et vous avez aussi pour les hommes, j'ai pris des seins, puisque ça on en a parlé, c'est la romatisation, qui fait que leur testostérone se transforme en oestrogène. Voilà, vous avez la validation des scores. Les déficits en progestérone, donc ça, important, parce que si vous n'avez pas suffisamment de progestérone, le danger est majeur. Bon, vous avez les mastoses qui sont un désagrément, parce que les seins vont être tendus, mais le plus gros danger, c'est, comme ça ne contrebalance pas l'action proliférative des œstrogènes, vous risquez d'avoir des cancers, notamment du sein et de l'endomètre. Donc là, il est important que votre taux de progestérone soit suffisamment équilibré par rapport aux œstrogènes. Là, vous connaissez bien ce qu'on appelle, entre autres, la culotte de cheval. Hein. En Espagne, ils appellent ça les pistoleros. C'est cette graisse qui s'accumule au niveau du haut des hanches. Et cette graisse-là dépend essentiellement des hormones. Et ça, c'est bien triste pour vous, mesdames, puisque vous allez faire un régime, vous perdrez la graisse du haut, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et par contre, celle-là, elle est excessivement difficile à faire fondre, puisqu'elle dépend de votre système hormonal. Et donc, dès que vous faites un régime, vous maigrissez en haut, vous ne maigrissez pas là. Pour un peu décongestionner cette graisse, on utilise plutôt des enzymes de type bromélaïne, que vous trouvez dans un complexe qu'on appelle le bromélium, pour décongestionner le tissu. Donc là, vous en prenez 1 à 2 capsules par jour en dehors des repas, de manière à décongestionner le tissu. Mais ce n'est pas le régime qui vous aidera. Ce qui peut vous aider un petit peu, par contre, c'est de faire très très attention à votre repas du soir, puisque ce type de graisse qui se met là est très sensible à l'apport des sucres et de gras le soir. Donc, il faut absolument éviter les sucres et le gras le soir pour ne pas aggraver ce phénomène. Donc là, pareil, je vous ai mis 3 petits remèdes en homéopathie qui peuvent vous aider. Le thuya, très important, natrium sulfuricum,
Donc ça, on le retrouve souvent chez les gens infiltrés de cellulite. Hein. Et le graphite, ce on appelait les 3G, gros gras grises. Hein, ce sont des gens qui sont frileux, qui sont gras, etc. Et où les glandes marchent au ralenti. Donc, vous lisez un peu si ça ne vous concerne ou pas, et à ce moment-là, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, la progestérone, on a vu comme tout à l'heure, hein, tout ce que ça peut faire. Donc, les carences en progestérone relative, pareil que tout à l'heure, elle peut être relative parce que si vous avez trop d'œstrogène, même si votre taux de progestérone est normal, il semble qu'il y ait une carence en progestérone, puisqu'elle ne va pas compenser l'excès d'œstrogène. Donc là, vous avez les taux. Bon, ça, c'est, je dirais, plutôt du rôle du professionnel de santé. Par contre, des questionnaires, ça, vous pouvez le faire vous pour voir si vous avez un problème de carence en progestérone ou pas. Et je vous rappelle tout à l'heure que dans le traitement séquentiel, vous aviez le folliculum dont on a parlé qui, elle, va contrôler l'excès d'œstrogène. Par contre, pour activer la progestérone, vous aviez le lutéinum et le progestérinum. Ce sont deux complexes homéopathiques qui vous permettent d'augmenter votre taux de progestérone. La préninolone, on l'a vu aussi au départ, c'est juste après le cholestérol, ce qui permet, c'est un peu la mère de toutes les hormones. C'est pour ça que souvent, on peut vous faire aussi des complexes avec la préninolone et la DHEA, qui se marient très très bien ensemble. Et le gros régulateur hormonal, que vous soyez en hyper ou en hypo, ça c'est un truc qui est merveilleux dans la nature. C'est comme le cassis tout à l'heure pour le cortisol. L'hormonium a ce qu'on appelle cette modulation qui fait que vous en ayez trop ou pas assez, ça fonctionne parce que c'est un système de modulation. Donc si tous les récepteurs, ce serait un peu trop long à vous expliquer, mais bon, retenez-le comme ça. Il y en a pas assez, c'est hormonium. Il y en a trop, c'est hormonium. Et dans les deux cas, ça marche, puisque les ce qu'on appelle les hormones végétales ou les isoflavones, ou toutes ces choses-là, vont permettre une régulation de l'ensemble du système. Si vous regardez la formule, vous avez les isoflavones de soja, très très intéressant dans la régulation hormonale, et en plus, ils ont une action aussi sur l'inflammation digestive. Vous avez le trèfle rouge, qui contient aussi des isoflavones. Vous avez le fucus, qui, vous vous rappelez tout à l'heure, contient de l'iode, et tout un tas de ce que j'appelle la soupe orthomoléculaire pour que tout ça fonctionne dans l'harmonie. Donc ça, en général, vous allez le donner de la manière suivante, c'est que la formule est passée en gélule alors qu'avant elle était en poudre. Donc si vous êtes en dessous de 50 kg, vous en donnez une capsule. Entre 50 et 60, vous en donnez 2 capsules. Et au-delà de 60, vous en donnez 3 capsules. Voilà, donc là, vous avez les différents composés de l'hormonium. La testostérone, bon, là, on va parler un peu de ces messieurs. Donc, très important, l'anabolisme. Vous savez que la testostérone, c'est le plus grand anabolisant, puisque dans le sport, c'est souvent là où on a des cas de dopage, puisque on trouve de plus en plus de sportifs qui utilisent des produits qui permettent à la testostérone d'augmenter, puisque c'est elle qui permet l'anabolie. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des muscles forts et solides, il n'y a rien de mieux que la testostérone. Donc, les différents éléments qui vous permettent d'avoir de la testostérone, hein, ça, vous l'avez dans le cycle du cholestérol, hein, vous le regardez, vous retrouvez ces éléments-là, comme l'androstenedione et la DHEA. C'est pour ça que des fois, la DHEA, quand on la donne chez nos amis, les femmes, vous pouvez avoir des phénomènes de poussée de poils, ce qui peut être embêtant. Par contre, si c'est pour équilibrer un système hormonal, bon, vous surveillez qu'il n'y ait pas de poussée de poils, si c'est nécessaire, un petit peu de laser pour enlever tout ça, parce que c'est souvent, dans certains cas, ça leur remet la vitalité en route. Donc l'insuffisance androgénique, donc ça c'est important parce que autant les thérapeutes n'ont aucun souci pour traiter les femmes, au moins de la ménopause, tout le monde est à peu près d'accord pour qu'il faut rééquilibrer le système hormonal parce que la chute se fait brutalement. Autant chez l'homme où la descente est douce, parce que c'est une pente douce progressive,
Donc, entre guillemets, on s'accoutume et on s'habitue à cette baisse progressive. Par contre, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas du tout. C'est déjà au niveau de la vue, bon, la pilosité, bon, ça, c'est pas bien grave, mais par contre, l'augmentation des graisses abdominales, les bouffées de chaleur nocturnes, et ça, les hommes râlent un peu plus, mais on parle très peu, c'est la baisse de libido, l'éjaculation retardée ou précoce, diminution du volume du sperme, diminution de la fertilité, et surtout, diminution de la masse et de la force musculaire. Et là, on voit souvent de plus en plus des personnes, notamment ces messieurs, qui ont du mal à retrouver leur indépendance parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hormones mâles. Donc là, il ne faut pas hésiter. Bon, vous faites, comme on a dit tout à l'heure, la nutrition hormonale, donc apporter tous les éléments naturels qui permettent de la stimuler. Donc ça, vous en rappelez, c'est le stimulium. Et si ça ne suffit pas, ben, il faudra rajouter. Bon, là, par contre, c'est du rôle du praticien de santé et du médecin. Un petit peu de testostérone sous forme de gel, tout comme on fait pour les femmes quand les produits naturels ne suffisent plus, un peu d'œstrogène ou progestérone sous forme de gel, à petite dose, je répète bien, à petite dose, pour retrouver une harmonie dans notre symphonie hormonale. Donc les problèmes d'insuffisance androgénique, les troubles du sommeil, c'est très important. Et il suffit de faire un bilan. Hein. Vous dosez la testostérone et le sulfate de DHEA. Et ça vous permettra de voir ce qu'il y a besoin de supplémenter ou pas, en sachant qu'on commence toujours par des régulations naturelles. Et si ça ne suffit pas, on passe ensuite aux régulations, je dis toujours à petite dose, d'hormones par voie transcutanée. Donc c'est important aussi des choses dont on ne parle pas assez, hein. Motivation, esprit guerrier, confiance en soi, ça dépend de la testostérone. Hein. Souvent quand les gens, vous voyez qu'il y a tout qui baisse et qui n'ont plus envie de rien, rappelez-vous que ce qui allume la lumière là-haut, notamment chez les hommes, c'est la testostérone. Donc le stimulium, on en a parlé. On peut éventuellement passer à 2 hein, quand il y a besoin, un matin, midi. La ménopause, donc ça, vous connaissez bien, donc 67% de bouffées de chaleur, etc. Donc, vous vous rappelez que pour la ménopause, je répète, hein, vous avez l'hormonium, en trop ou pas assez, donc dans la ménopause, c'est pas assez, donc hormonium. Et on pense à rajouter des oméga 3, très importants, de le soir, qui vont permettre d'avoir les récepteurs membranaires qui vont mieux fonctionner. Et pour la peau, il faudra penser à rajouter aussi certaines choses. Donc, c'est que la peau va dépendre des hormones. Donc, là, vous retrouvez hormonium. Et là, vous avez un produit qui est très intéressant parce qu'il contient du collagène, de l'acide hyaluronique et du GLA. Donc, le GLA, c'est très intéressant parce que ça fait partie de la série oméga 6 qui vient de l'onagre et de la bourrache et qui permet d'augmenter les prostaglandines E1 qui sont responsables de la sécheresse de la peau. Donc, plus vous aurez de GLA, moins votre peau sera sèche. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et cette combinaison de collagène, d'acide hyaluronique, de GLA, plus de vitamine C, de zinc, avec un peu de calendula, vous connaissez la propriété du calendula pour régénérer la peau, tout ça va vous permettre de retrouver une peau de bonne qualité, et pas que la peau, puisque c'est la peau et les muqueuses, donc à la fois les paupières et à la fois les muqueuses intimes. Et ça, ce collagène-là, vous le donnerez le midi. Donc ça, c'est important de retenir. Tout ce qui est oméga 3, c'est le soir. Tout ce qui est fonction ce qu'on appelle les chaînes oméga 6, c'est le midi. Donc le collagène, ce sera le midi. Il n'est pas encore arrivé, il y a eu un problème de retard de fabrication. Donc il va arriver très prochainement, mais vous pouvez vous inscrire auprès du laboratoire pour le mettre en attente. Donc ça en passe. Les différentes plantes qui peuvent vous aider, donc vous voyez que la chemine va agir surtout au niveau de la progestérone, le trèfle, vous l'avez vu, vous l'avez dans l'hormonium, le soja, l'alfalfa, le houblon, la sauge, très connu, et le ginseng,
et le tribulus, dont on a parlé tout à l'heure, qui est très actif au niveau des androgènes. Donc là, je les ai remis d'une autre manière. Si on veut activer ou si on veut freiner. Donc l'insuline, donc hormone qui est faite à partir du pancréas pour régulariser le taux de sucre. Le problème, c'est qu'avec l'âge, il y a une insulino-résistance qui se développe, qui peut mener au diabète de type 2. Donc ça, maintenant, on a 2 tests qui peuvent permettre de mesurer cette insulino-résistance. C'est ce qu'on appelle le test de HOMA, H-O-M-A. Ça va vous demander à votre médecin. Il suffit de faire une prise de sang et on va voir si votre index est haut ou pas. Si l'index est haut, ça veut dire qu'il y a une insulino-résistance qui se met en place. Et là, il faut intervenir tout de suite, sinon ça va déboucher immanquablement sur un diabète de type 2. Vous savez très bien que ça est lié notamment à ce qu'on appelle le fast-food, tout ce qui est fast-food, puisque c'est trop gras et trop sucré. Et donc, ça va entraîner des adiposités au niveau du ventre. Donc, surcharge au ventre égale résistance à l'insuline, pancréas en sur-régime. Le pancréas en sur-régime avec l'alimentation. Les surrénales sont en sur-régime avec le stress. Donc voilà, ça c'est un ventre typique de résistance à l'insuline qui est en train de se mettre en place. Donc là, quand vous avez un problème comme ça, il va falloir gérer le pancréas et gérer les récepteurs. Donc les récepteurs, vous le savez, c'est les oméga 3, c'est 2 capsules le soir. Ah, il y en a qui me manquent, j'ai oublié il y en a que je vous manque. Alors, on va retourner. Je vais aller. Donc, il faut bien retenir que quand vous avez un ventre comme ça, surcharge du pancréas, les 2 produits indispensables sont les oméga 3, donc c'est ce que je vous ai montré là. Et vous avez un autre, on vous le rajoutera sur une autre diapositive, c'est le glycénium. Le glycénium a un gros avantage puisqu'il régule la fonction pancréatique, notamment avec la gestion du sucre, parce que dedans, vous avez des plantes qui sont très actives au niveau du sucre, notamment des plantes qui viennent de la médecine ayurvédique. Et dedans, il a été rajouté du chrome. Le chrome est un grand régulateur du métabolisme du sucre, du zinc, et puis des plantes, notamment une que vous connaissez bien, qui est la cannelle, mais pas que. Vous avez aussi du Gymnea sylvestris, qui est un grand régulateur. Mais vous regarderez la formule tranquillement. Et le glycénium, vous en donnez un le midi et un le soir, dès que vous avez ce problème d'obésité qui s'installe au niveau du ventre. Et puis, je voulais finir cette présentation avec une vitamine qui est plus une hormone qu'une vitamine, c'est la vitamine D, qui est indispensable au quotidien et tous les jours, notamment encore plus en hiver. Donc, l'idéal, c'est de prendre 5 gouttes le soir, ce qui vous amène à avoir la quantité de vitamine D nécessaire et ça doit être quotidien. Donc, ne l'oubliez pas parce que on sait que tout le monde en manque et il y a à peu près la moitié des personnes qui n'en prennent pas, ce qui est bien dommage puisqu'elle est indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Et pour finir, je vous conseille d'aller vous faire un petit massage avant de dormir. Et j'ai trouvé un masseur excellent. Si ça veut bien marcher, oui, ça va marcher. C'est mon ami l'éléphant qui a une technique de massage extraordinaire. Bon, je reviens parmi vous. Je vois bien
des, des questions. Donc, je vois qu'il y a des problèmes de son. Bon, ça, c'est rien. De toute façon, vous aurez la présentation. Hein. Où j'en suis là. Bon, le replay, vous l'aurez. Hein. Vous le regardez tranquillement et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre par mail et je vous répondrai. Alors, Barbara qui demande, donc ces analyses, vous pouvez les faire à un laboratoire qu'on appelle Bio et Avenir, qui se trouve à Metz. Vous tapez sur Internet laboratoire Bio et Avenir et ils vous enverront un kit pour faire le test entre les différentes fractions des œstrogènes. Vous pouvez l'avoir aussi au niveau urinaire. Hein. Donc, je vois que Max est bien au courant. Barbier, maintenant, ça s'appelle Bio et Avenir, mais c'est le même laboratoire. Peut-on avoir les questionnaires, Mireille? Il n'y a pas aucun souci. Vous demandez à Physionet, il y a tous les questionnaires hormonaux et vous avez aussi tous les questionnaires qui concernent les neuromédiateurs, parce que là, ça vous permet de savoir dans quel état mental vous vous trouvez. En sachant qu'aussi, si vous voulez, vous avez les laboratoires qui vont vous faire ce qu'on appelle un profil des neuromédiateurs, ce qui vous permettra de savoir de quel neuromédiateur vous manquez. Vous rappelez que si, par exemple, vous avez une fatigue le matin, on sait que bon, ça peut être la thyroïde, mais ça peut aussi être un manque de dopamine. Et cette dopamine, vous la retrouvez, notamment, c'est ça qui est intéressant, la dopamine est aussi faite à partir de la tyrosine. Vous voyez que si vous donnez la tyrosine le soir, vous faites l'hormone thyroïdienne qui vous permet d'avoir du boost le matin, mais si vous donnez la tyrosine le matin, vous avez du boost en fabriquant de la dopamine. Donc vous voyez que cette acétaminé, en fonction de l'heure à laquelle vous le prenez, fonctionne très, très bien. La deuxième chose à vous rajouter, ça c'est un des produits phares de la gamme, c'est l'énergium, parce que l'énergium contient donc la tyrosine pour le matin, avec du magnésium et des plantes adaptogènes comme l'éleutérocoque, la rhodiola, le ginseng, etc. Et ça, vous en prenez 2 capsules le matin et ça vous permet de partir en pleine forme pour faire vos différentes activités. Alors, donc, est-ce que synergie, je pense que synergie oméga 3 et glycénium peuvent être donnés dans le diabète, c'est fondamental, hein, puisque ça protège. Les oméga 3 vont protéger les vaisseaux et le glycénium va régulariser la glycémie. Donc, important. Il faut bien comprendre que quand vous avez du sucre dans le sang, le corps fait ce qu'on appelle de l'hémoglobine glyquée. Et la glycation, en fait, c'est comme du caramel. Hein. Le caramel dans le sang, ça va abîmer tout ce qui est endothélium des artères. Et ça va donc créer en premier lieu les artérites, les problèmes au niveau des yeux, les problèmes au niveau des nerfs, etc. Et donc, il est fondamental d'intervenir le plus rapidement possible. Alors, pourquoi on doit doser la DHEA? Bon, il y a plusieurs raisons de doser la DHEA. D'abord, savoir si on en manque, parce que vous pouvez très bien avoir une DHEA normale, donc ça ne sert strictement à rien d'en prendre si elle est normale. La deuxième chose, c'est pour évaluer, par exemple, un état de burn, parce que dans le burn, vous avez 2 choses qui vont chuter, c'est le cortisol et la DHEA. Donc, il est important de savoir si vraiment vous êtes ce qu'on appelle en pré-burn ou si vous êtes en burn complet, parce que le burn complet, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Donc, il faut le doser, parce que si votre corps en fabrique assez, il va falloir surtout savoir pourquoi le métabolisme ne se fait pas, et ça ne sert à rien de rajouter quelque chose dont le corps a déjà fabriqué suffisamment. Alors, non,
Alors, en cas d'aménorrhée, Valérie qui demande en cas d'aménorrhée, la première chose, donc je suppose que Valérie parle pour une femme qui est en âge, qui est plutôt jeune. Les premières causes d'aménorrhée, c'est le stress psychique. Hein. Donc la première chose à demander, c'est quel est son état mental, est-ce qu'il y a eu des chocs, des deuils, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le système qui doit marcher de manière automatique ne fonctionne plus. Donc ça, il faut interroger donc, sur ce stress émotionnel. Après, il peut y avoir éventuellement des pathologies, mais là, je dirais c'est plus du domaine médical. Mais la première cause que vous devez poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Alors, Barbara qui demande aussi si le pancréas travaille trop, même si on n'a pas le gros ventre, on peut faire quoi? Donc, je suppose que Barbara dit que ce pancréas travaille trop, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des hypoglycémies. Donc, c'est ce qu'on appelle le yo-yo. Vous mangez du sucre, donc le corps va sécréter de l'insuline. Et ensuite, vous avez une hypoglycémie, ce qui fait que vous allez remanger du sucre, donc il va resécréter de l'insuline, ce qui fait que vous avez une hypoglycémie qui va remonter. Donc, ce qu'on appelle les yo-yo. Et donc, ça fait travailler trop le pancréas, alors qu'on n'est pas encore en phénomène de résistance à l'insuline, mais on va y arriver puisque le pancréas ne peut pas travailler en permanence comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours éviter du sucre à jeun, parce que là, vous faites travailler beaucoup trop votre pancréas, alors que si vous faites, je dirais, un dessert après un repas, donc là, il est noyé dans la nourriture et vous n'aurez donc pas ce yo-yo d'insuline trop important et ça laissera le temps à l'organisme de bien fonctionner. Petit détail qu'il faut vous rappeler, c'est que il faut éviter le fructose en poudre. Le fructose en poudre est très glyquant, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'hémoglobine glyquée, et c'est ça qui est toxique pour l'organisme. Donc, vous avez le droit de manger du fructose, mais sous forme de fruits entiers avec sa pulpe. Donc, ce qui veut dire éviter le fructose en poudre et éviter les jus de fruits, puisque vous aurez du fructose, pareil, sans fibres. Et les fibres sont indispensables pour tempérer le métabolisme du fructose et empêcher cette glycation qui est beaucoup plus importante que celle du glucose. Normal que le cholestérol augmente à la ménopause, oui, on en a parlé tout à l'heure. Le cholestérol étant la première pierre de la chaîne, des chaînes pour fabriquer les différentes hormones. Si le corps n'arrive pas à fabriquer, il augmente la production de cholestérol pour augmenter sa production hormonale, mais comme les enzymes ne fonctionnent pas suffisamment, il n'y a que le cholestérol qui monte et pas suffisamment les hormones. Donc c'est tout à fait logique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas trop le baisser. Donc moi j'ai une politique, je regarde le cholestérol et quand il est un peu trop haut, je préfère faire un contrôle des artères, notamment de la carotide et ce qu'on appelle le carrefour, c'est-à-dire l'aorte abdominale qui se sépare dans les deux fémorales. Là, c'est ce qu'on appelle les bifurcations, parce que s'il y a du dépôt, c'est là que ça se met. Et donc, s'il n'y a pas de dépôt, on s'en fiche. S'il y a du dépôt, bon, à ce moment-là, il faudra revoir le problème. Elsa qui dit bonjour noyer soutient le pancréas, oui, et puis vous regarderez la formule du glycénium, regardez la formule comment elle a été faite, et regardez tous les éléments qu'on a mis dedans pour. On a travaillé pratiquement 1 an dessus pour faire cette formule en se faisant aider des thérapeutes qui sont experts dans ce domaine, notamment avec des personnes qui connaissent bien la médecine ayurvédique. Et ça permet de sortir un produit qui est très efficace. Ménopausie en alimentation équilibrée, je n'arrive pas à perdre le poids pris. Le problème, c'est la première chose à faire, c'est qu'il faut il faut bouger déjà. Donc, numéro 1, retrouver une activité. Si on a du mal, essayez des activités où vous ne portez pas le poids. Les activités où on ne porte pas le poids, c'est soit dans l'eau, soit le vélo, de manière à faire travailler le corps sans porter le poids. La deuxième, on en a parlé, pas de blanc, pas de gras. Donc, tout ce qui est amidon, les farines, le riz, le pain, les pâtes, le maïs, le petit épeau de quinoa, enfin tout ça, c'est des amidons. Terminé le soir, et pas de gras, donc pas d'huile, pas de fromage. Donc, à partir de là, tout doucement, vous arriverez à perdre. Et puis, effectivement, vous pouvez vous faire aider
avec les régulateurs hormonaux comme l'hormonium pour progressivement perdre votre poids. Bon, il y a Laurence qui vous a remis les dosages de l'hormonium. Donc, en fonction de votre poids, vous le prendrez comme c'est indiqué. Bon, je vais vous laisser encore 5 minutes si vous avez des questions. On l'a fait un peu rapidement. C'est que le système hormonal, chaque glande, c'est à peu près 2 jours de travail. Donc là, on l'a fait en moins de 2 heures. Il faut le digérer tranquille, le réécouter, faire vos questionnaires, etc. Un qui demande pour l'ostéoporose de charger en calcium ou calcium en gélule. Le problème du calcium, c'est que bon, il faut en avoir suffisamment, c'est évident, mais ça ne sert à rien s'il ne rentre pas dans le métabolisme osseux. Donc là, il y a tout un tas d'autres choses à faire. Ce n'est pas le calcium de l'eau qui va aller se mettre dans les os. D'ailleurs, vous avez un exemple clair pour ça, c'est que les gens qui mangent trop de laitage, on l'a vu en étudiant des populations, notamment en Chine, où il y avait un groupe de population qui mangeait des produits laitiers et l'autre qui ne mangeait pas de produits laitiers, et il y avait moins d'ostéoporose chez ceux qui ne mangeaient pas de produits laitiers que chez ceux qui mangeaient des produits laitiers. Comment cela peut s'expliquer? Ben, tout simplement, quand vous prenez des produits laitiers, vous avez des protéines, et les protéines, notamment les protéines animales, vont entraîner de l'acidose, donc cet acide, et l'acide mange les minéraux. Donc ça, vous le savez, tous les naturopathes sont bien au courant de ce phénomène. Plus vous avez d'acide, plus vous mangez vos minéraux. Donc la première chose à faire, si vous voulez limiter l'ostéoporose, c'est d'apporter des minéraux qui rentrent le plus possible au niveau des os, ce qu'on appelle les minéraux chélatés, notamment les bisglycinates, qui sont beaucoup plus performants pour entrer dans la cellule. Vous avez la silice, aussi très intéressante, l'équilibre en vitamine D, ça c'est fondamental. Et puis diminuer ce qu'on appelle l'acidose. L'acidose vient essentiellement des sucres et des protéines animales. Donc, il faudra diminuer. Donc, vous vous retrouvez, entre autres, les différents compléments. Alors, Nathalie qui demande ménopausée, quelle analyse à faire pour savoir où on en est. Bon, les analyses, vous les faites surtout peut-être en début de ménopause pour savoir si les troubles que vous avez sont liés à la ménopause ou pas. Donc, le dosage qu'on fait en général pour voir si on est vraiment en ménopause ou pas, c'est ce qu'on appelle la FSH. La FSH, qui est l'hormone qui vient d'hypophyse pour stimuler les ovaires. Et si la FSH monte, ça veut dire que vos ovaires sont en train de plus fonctionner suffisamment. Et à ce moment-là, on sait que vous êtes passé en ménopause. Et à ce moment-là, en fonction des différents troubles, on pourra mettre les compléments adaptés. Bon, je ne sais pas si vous avez bien vu le petit massage, mais c'est à disposition dans les pays asiatiques. Hein. Par contre, soyez gentil avec l'éléphant, sinon il va être beaucoup moins doux. Allez, on se donne encore 2 minutes, voir s'il y a encore d'autres questions. Et puis ce sera l'heure du verre de l'apéritif avec un bon verre de vin rouge. Excellent avec les flavonoïdes.
Anne, évidemment, qui me dit vin rouge acidifiant, ben évidemment, il y a de l'alcool et un peu de sucre. Mais bon, avec une bonne dose d'humour et une bonne dose de rigolade, très important, puisque ça va détendre votre nerf vague et ça passera très très bien. Bon, ben, on va pouvoir se quitter tranquillement. Donc, de toute façon, le débat n'est pas fini. Si vous avez des questions plus précises, vous nous faites un petit mail et moi ou quelqu'un d'autre y répondra en fonction des compétences qui seront sollicitées. Donc, n'hésitez pas et surtout, demandez les questionnaires parce que ça va vous permettre d'affiner votre profil à la fois endocrinien et votre profil nerveux. Donc ça, c'est important parce que ça évite de faire tout un tas souvent d'analyses. Les questionnaires sont suffisamment performants pour savoir où on en est. Et puis moi, il y a une chose que je vous conseille qui est un peu ma manière de procéder. Je fais des analyses vraiment quand je suis un peu perdu, que je ne sais pas trop, ou j'hésite entre plusieurs choses. Sinon, vous pouvez faire une chose que moi j'aime bien. Vous faites un test thérapeutique, c'est-à-dire que vous faites vos questionnaires. Si vous estimez que c'est telle voie qui est perturbée, vous travaillez dessus. Ça fonctionne, vous êtes dans la bonne direction. Ça ne fonctionne pas, vous prenez l'autre et vous verrez. De toute façon, si vous hésitez entre deux, il y en a une des deux qui fonctionnera. Donc n'hésitez pas. Là, vous êtes dans le nutritionnel, donc vous ne pourrez pas faire de dégâts. Ce ne sont pas des médicaments allopathiques qui ont tout un tas d'effets secondaires. Donc n'hésitez pas. Je vois des fois, par exemple, vous avez fatigue du matin, ben, ça peut très bien être le manque de dopamine ou ça peut très bien être la thyroïde. L'analyse ne pourra pas toujours le déterminer parce que vous pouvez avoir des analyses entre guillemets, je dirais, subnormales. A priori, le papier est bien. Par contre, la personne, soit parce que les récepteurs ne sont pas bons, soit parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, soit parce qu'il y a des xénobiotiques, soit parce qu'il y a des métaux lourds. Donc, vous avez suffisamment, mais ça ne marche pas. Et donc là, il n'y a que, je dirais, le test thérapeutique qui vous fera dire ben, je vais plutôt travailler sur la dopamine ou plutôt travailler sur la thyroïde ou plutôt faire les deux. Mais moi, je vous conseille de faire l'un puis l'autre de manière à savoir un peu euh, où va-t-on. Ça, c'est important. Et puis après, si vraiment vous êtes perdu, ben, vous pouvez toujours faire les deux, voir ce qui se passe. L'important étant d'améliorer votre état de santé et de bien-être. Barbara qui dit le rêve serait de sortir des hormones de synthèse. Moi, je dirais que le rêve, déjà, c'est d'éviter d'y arriver. Et c'est pour ça que la micronutrition et l'alimentation est fondamentale avant que les problèmes arrivent. Donc là, vous avez des choses, pour moi, importantes. C'est apporter ce qu'il faut et éviter les perturbateurs endocriniens et autres, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les détoxifications, de manière à ce que votre corps élimine au maximum tous ces polluants que l'on ingurgite à longueur de temps. Parce qu'une fois qu'on est dans les hormones de synthèse, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Nathalie, un livre sur la micronutrition, ben, il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, avec Jean-Yves Henry, on en a écrit un qui s'appelle Les compléments alimentaires et les terrains naturopathiques. Demandez à Physionat pour l'avoir. On vous décrit un peu des différents compléments que vous pouvez utiliser en fonction de votre profil naturopathique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terrain. Mireille, taux de ferritine augmenté, ben, il faut vérifier, la première chose à vérifier, c'est l'inflammation. Donc à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle une CRP, c'est-à-dire
une protéine marqueuse de l'inflammation, la protéine C réactive, qui est la première protéine qui augmente en cas d'inflammation pour voir si ça vient de l'inflammation ou s'il y a un stockage de fer trop important. Nathalie qui demande si le bouquin est accessible. Il est un peu technique, mais il est tout à fait accessible. Il suffit de s'intéresser. Dès qu'on s'intéresse, de toute façon, il y a une chose extraordinaire qui se passe à l'heure actuelle. Donc, à condition de savoir s'en servir, hein, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Quand vous avez un terme que vous ne comprenez pas ou une notion qui vous échappe, bien vous interrogez l'intelligence artificielle et souvent, elle va vous donner des pistes qui peuvent être intéressantes. Après, il y a des choses où elle n'est pas très performante. Moi, je l'ai testé dans plusieurs cas pour savoir notamment, je lui donne quelques signes, notamment dans les questionnaires, et on voit que des fois, bon, elle est complètement perdue ou elle est complètement à côté. Hein. Donc, il faut savoir un peu ce qu'on fait en sachant qu'on peut très bien l'utiliser pour nous donner des pistes supplémentaires. Bon, merci pour Nathalie qui nous fait un petit commentaire qui est apprécié, en sachant que vous pouvez le lire 2 ou 3 fois. Hein. Vous allez toujours découvrir de nouvelles choses au fur et à mesure. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes présentes, puisque on va cesser jusqu'à la fin de l'heure, jusqu'à 22 heures, tranquille. Si vous avez des questions qui viennent, des fois ça vient après coup. Ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que les risques de cancer lors de la ménopause sont-ils plus élevés si on prend un traitement hormonal ou de la micronutrition? Donc là, la première chose que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que notamment les traitements, notamment qui avaient été faits aux États-Unis avec des hormones de synthèse qui étaient beaucoup trop puissantes, là, on avait un risque de cancer très important. En Europe, on fait des traitements hormonaux qui sont plus doux, mais qui restent des traitements hormonaux. Donc là, c'est pareil, ce dont on a parlé tout à l'heure, savoir est-ce que la voie métabolique sont plutôt vers les 2, où il n'y a pas de problème, ou sont plutôt vers les 16, où il y a des problèmes. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle la génétique. Vous avez des gènes qui sont favorables au cancer, notamment ce qu'on appelle le BRCA2. Ça, c'est le gène qu'avait Angelina Jolie, qui était obligée de se sacrifier ses 2 seins pour éviter le cancer, puisqu'on sait que ce type de gène va entraîner un cancer très jeune. Donc, il faut absolument faire très attention. Donc, si dans votre famille, il y a eu des cancers qui sont apparus très jeunes, on fait un test des gènes de susceptibilité au cancer, et à ce moment-là, pas de traitement de synthèse. Micronutrition, comme ce sont des modulateurs, il y a beaucoup moins de problèmes. On sait par exemple que chez les pays asiatiques qui consomment énormément de soja, il y a très peu de cancers endocriniens, alors que ces mêmes Asiatiques qui vont vivre aux États-Unis et où ils changent leur nourriture, mais ils se retrouvent exactement avec la même proportion que les populations locales au niveau du cancer du sein. Donc ça, c'est important à savoir. C'est aussi pour ça qu'en général, quand vous prenez un modulateur comme le soja, chez les pays asiatiques, les femmes asiatiques ont des seins plus petits que les femmes européennes, notamment à cause de ce phénomène de modulation endocrinienne, puisque les phytoestrogènes sont beaucoup moins féminisantes que les hormones naturelles ou de synthèse. Alors, Delia qui dit en 210 ans, bonne hygiène de vie avec problème d'érection survenu brutalement après période de stress et fatigue. Ben, ça, c'est la première cause. Donc, stress, fatigue, il faut lui apprendre à gérer le stress. Donc, les techniques
de relaxation, tout ça. La fatigue, on en a parlé, vous avez deux choses importantes, l'énergium avec le boost de la dopamine et le stimulium pour relancer l'énergie. Et moi, je rajouterais des oméga 3, parce qu'un des premiers signes de troubles vasculaires, c'est la panne, les pannes sexuelles. Donc, il faut y penser dès qu'une panne sexuelle arrive, est-ce qu'il n'y a pas derrière un trouble cardiovasculaire? Donc là, à ce moment-là, vous faites moi je ferais faire volontiers une petite épreuve d'effort et des Dopplers pour vérifier les artères. Et pour commencer, énergium de le matin, stimulium à midi et synergium oméga 3 le soir. Taux de testostérone normal avec une chute de type androgénique chez une femme. Bon, il faut voir, là, il faut reprendre tout. Elle est sûrement sur une impasse biochimique, c'est-à-dire elle ne doit pas avoir suffisamment d'hormones et le peu de testostérone qu'elle a ne s'aromatise pas en œstrogène. Donc il faut voir pourquoi il y a un manque d'aromatisation, voir déjà au niveau de sa masse grasse, il faut tout vérifier. Mais là, quand il y a ça, il faut vérifier est-ce qu'elle n'est pas trop maigre et vérifier pourquoi elle n'a pas d'aromatisation de cette testostérone. Donc voir tout ce qu'on appelle les compléments minéraux et vitaminiques, hein, comme le zinc, comme la vitamine E, etc., pour voir comment ça se passe. Alors, Anne qui demande si les THS, donc il y a une action sur l'os, effectivement. Donc avec hormonium, vous aurez une action plus douce, c'est évident, puisque vous n'avez pas l'activation comme va le faire une hormone de synthèse, mais vous n'aurez pas les effets secondaires qu'ont les hormones de synthèse. Donc c'est plus doux, mais en travaillant au long cours, il n'y a pas de souci, puisque là, on n'est pas obligé d'arrêter au bout de quelques années. Donc ça, c'est l'intérêt de l'hormonium. Peut-on boire du soja tous les matins après 50 ans? D'autant plus que ça fera du bien aux femmes et ça fera du bien aux hommes, puisque le soja va limiter ce qu'on appelle l'adénome de la prostate, qui touche quand même la plupart des hommes après 50 ans, où leur prostate va tout doucement gonfler. Et les choses qui vont éviter à la prostate de gonfler, vous avez le soja, très intéressant. Vous avez les graines de courge, vous avez le palmier d'Amérique, vous avez le prunier d'Afrique, tout ça va être intéressant pour les hommes pour éviter que ça gonfle trop fort. Alors, femme en dérèglement hormonal type ménopause ou cycle menstruel qui sous hormonothérapie. Bon, là, si une personne est déjà sous hormonothérapie et qu'elle a toujours des troubles, vous pouvez utiliser Harmonium puisque c'est un modulateur, donc ça peut limiter les effets secondaires de l'hormonothérapie. Moi, là, volontiers, je donne quelque chose pour le foie, pour aider l'organisme à détoxifier. Là, vous connaissez chez Physionate Détoxium, qui va permettre au foie de mieux travailler, donc d'éliminer de manière plus intéressante les hormones. Donc Détoxium 1 le soir. Et je rajoute à ce moment-là celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi un grand régulateur hormonal, qui est le Collagium, parce qu'il contient du GLA qui vient de l'onagra. Donc ça, on vient d'en parler, comment aider quand il y a un traitement hormonothérapique. Donc là, hormonium et collagium, ça c'est très, très intéressant. Alors, différence entre soja et soja fermenté. Tout ce qui est fermenté, vous avez de gros avantages à la fermentation, vous avez des bonnes bactéries. Donc vous améliorez tout ce qui est microbiote. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, les protéines seront plus assimilables que quand il n'est pas fermenté. C'est pour ça que tout ce qui est fermenté, comme la choucroute,
comme le kéfir, comme le kombucha, tout ce qui est fermenté, va vous permettre d'avoir ce que je dirais des probiotiques naturels. Donc, allez-y sur le fermenté, au contraire. Beaucoup plus assimilable au niveau des protéines et en plus, vous allez améliorer votre microbiote. C'est pour ça aussi, vous verrez que dans certaines formules, vous avez du ginseng qui est fermenté. Ce n'est pas par hasard. Laurence, qui demande hormonium le matin ou le midi, comme vous voulez. Ça n'a pas grande importance. L'important, c'est surtout pour les acides gras. Les oméga 6, c'est le midi. Donc, dès que vous devez prendre une huile vierge, ça se mange le midi. Donc, avec votre salade et tout ça, vos huiles d'olive, cameline, noix, tout ça, c'est le midi. Et par contre, le soir, c'est les oméga 3, donc les poissons, les fruits de la mer, le synergium, enfin plus synergium, parce que maintenant il est à base d'algues, donc de l'alga oméga 3. Vous savez que si on est passé sur les algues, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la filière poisson commence à devenir de plus en plus faible. Et la deuxième, c'est que les poissons sont de plus en plus contaminés. Donc on a décidé de partir sur des algues qui ne sont pas du tout intoxiquées aux métaux lourds, de manière à avoir toujours notre apport en oméga 3 physiologique. Prendre une multivitamine, ben oui, ça c'est évident. C'est ce qu'on appelle le tout en un. Hein. Vous en avez quelques-uns chez Physionate. Hein. Vous avez Vitaminium. Hein. C'est une soupe de vitamines et de minéraux. Quand vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez toujours vous maintenir avec une multivitamine globale. Hein. Ce qu'on appelle les one a day, quoi. Alors, Anne, si, oui, alors colite aux intestins au bout de 3 jours. C'est étonnant, c'est étonnant. Ça peut arriver, de toute façon, tout peut arriver, hein. Mais c'est étonnant. Donc, si tu vois qu'il y a ça, ben à ce moment-là, au lieu de faire tous les jours, tu peux faire un jour sur deux, ou alors tu ouvres la capsule et tu n'en prends que la moitié. Tu peux faire comme ça. Alors, Elsa qui dit l'iode de catiallion, oui, tu peux très bien prendre de l'iode tout seul. Tu as les granions d'iode, tu as l'iode de catiallion, mais il n'y a que ça dedans. L'iodome, dedans, tu as tous les nutriments et vitamines nécessaires à la fois à la fabrication de l'hormone thyroïdienne et à la fois à sa transformation d'hormones inactives en hormones actives de la T4 à la T3. Donc, c'est un complexe global qui permet cette fonction. Si tu prends que l'iode et que tu n'as plus assez de zinc, plus assez de sélénium ou pas assez de tyrosine, eh ben, ça ne suffira pas. Donc c'est sûr qu'il est plus doux, mais il est beaucoup moins complet. Alors Anne qui demande est-ce que c'est une intolérance possible à l'iode. L'allergie à l'iode n'existe pas. Quand on fait une allergie à l'iode, c'est soit un composé d'iode, soit parce qu'on a fait une injection d'iode massive. Mais l'iode est nécessaire à l'organisme. Il ne peut pas vivre sans. Donc l'iode, surtout là, à dose physiologique, parce que là, vous êtes à dose physiologique, hein, on n'est pas en dose énorme. Mais seulement on prend des doses énormes d'iode, c'est s'il y a une catastrophe nucléaire pour saturer la thyroïde et éviter qu'elle fixe l'iode radioactif. Tu dois avoir une intolérance à quelque chose. Donc ça, je ne sais pas, il faudrait à ce moment-là, fais-toi tester par un kinésiologue qui pourrait savoir quel élément dans la capsule pourrait entraîner une réaction. Alors après, il faut savoir deux choses. La première, c'est que des fois, tu peux avoir une réaction paradoxale, alors que ton corps en a besoin, il réagit de manière trop forte, et donc il peut entraîner une inflammation, mais qui peut être comme un processus de guérison. C'est que le corps, quand il est agressé, il s'enflamme et après il se guérit. Donc, il faudrait voir si ça persiste ou si au contraire, ça va de mieux en mieux. Mais moi, je tenterai toujours, je commence toujours, si la réaction, c'est peut-être un peu trop fort, on prend une demi-gélule, un jour sur deux, et on voit comment ça passe, le corps va s'adapter, il va s'adoucir, il va retrouver son homéostasie, et ça risque d'aller beaucoup mieux. Puisque dedans, tu n'as pas de... Enfin, moi, je n'ai pas à ma connaissance de produits
qui sont inflammatoires dans cette formule. Par contre, là, tu nous tiens au courant, voir si ça a fonctionné ou pas, parce qu'il y aura peut-être d'autres pistes en fonction de ce qui se passe. Bon, ben, je crois qu'on va arriver au bout de la soirée. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Il n'y a pas une petite question qui revient là? Les hormones, quand vous rentrez dans ce domaine-là, vous allez vous régaler parce que dès que vous régularisez, il y a des changements tellement incroyables chez les patients que ça fait plaisir à tout le monde. Déjà pour eux en premier lieu, parce qu'ils retrouvent de la vitalité, de l'envie. Donc ça, c'est déjà une première chose intéressante. Et surtout, soignez aussi, pensez à soigner aussi les hommes, parce qu'ils sont souvent délaissés dans cette histoire, puisque comme la baisse est douce, on s'en aperçoit pas suffisamment et on a tendance à les laisser tomber, ces braves, alors que si vous voulez garder vos compagnons et vos partenaires de vie en forme longtemps, il faut garder un peu leur esprit guerrier en état. Donc, elle ne demande pas de problème avec les soja et autres soja. Pour moi, non. Par contre, si vous avez un cancer déclaré, évitez d'utiliser les produits à base de soja. Vous pourriez être embêté au niveau médico-légal. Mais moi, je sais que si vous donnez du soja avant que ça arrive, vous êtes plutôt protecteur qu'activateur. Un âne endométriose avec hypoœstrogène, l'endométriose, c'est des parties de l'endomètre, de la muqueuse endomètre qui va se mettre en dehors, qui est donc sensible au système hormonal. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'œstrogène, ce ne sera pas très réactif, pas très inflammatoire, mais ce sera de toute façon gênant. En général, là, on va donner, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, des doses de folliculum, mais beaucoup plus souvent. Et puis, on va travailler sur diminuer au maximum les phytohormones à ce moment-là. Et Anne qui dit évidemment pas de gluten, vous n'avez pas de laitage. Bon, mais ça fait longtemps qu'on dit que pour avoir une santé le mieux possible, moins il y aura de gluten, moins il y aura de laitage, et mieux on se portera. Ça, c'est évident, puisque le gluten est une protéine qui nous dérègle tout le système immunitaire, donc c'est pas bon du tout. Alors, les laitages de chèvre ou de brebis, alors il faut bien savoir que dans les laitages, d'abord, première aparté, pas de lait. Le lait, c'est fait pour les mammifères qui n'ont pas de dents. Dès qu'on a les dents, les laits devraient être supprimés. La deuxième chose, c'est que le lait de vache, c'est un mammifère qui fait 500 kg. Donc, il contient tous les facteurs de croissance pour faire 500 kg. Donc, nous, le fait de prendre des laits qui sont bourrés d'hormones de croissance, ce n'est pas très bon pour nous, puisque ça va activer notre stimulation métabolique sera beaucoup trop forte. Les chèvres ou brebis, donc des petits animaux, donc c'est beaucoup plus physiologique, mais en laitage, c'est-à-dire des produits fermentés.
Et après, ce que je vous conseille, si vous avez un doute là, c'est de faire un test d'intolérance alimentaire que vous pouvez faire chez Barbier de manière à savoir si votre corps tolère à la fois ce qu'on appelle tout ce qui est gluten, les laitages et autres. Hein. Vous faites à peu près 25 aliments les plus courants et vous verrez que cela va vous aider. Tu dis qu'il demande hypertrophie de la prostate, brocoli est bon, oui, bah ça aide aussi. Mais rappelez-vous que vous avez aussi une plante qui est intéressante, bon, que vous n'avez pas en complément, mais que vous pouvez trouver soit en tisane, soit autrement. C'est l'épilobe à petites feuilles. L'épilobe à petites feuilles, donc on en a parlé, palmier d'Amérique, prunier d'Afrique, graines de courge, donc tout ça aide. La grenade, que vous retrouvez dans l'antioxydium. Les teintures de séquoia aussi, qui peuvent aider. Donc tout ça est bon pour la prostate. Et le soja. Rappelez-vous que si vous pouvez manger du soja, ça va aider aussi à éviter l'hypertrophie de la prostate. Que pensez-vous du café? Alors, le café est un excellent antioxydant. Les dernières études ont montré qu'il vaut mieux le boire le matin. C'est là qu'il a la meilleure fonction antioxydante, beaucoup plus que l'après-midi. La deuxième chose, c'est que le café, c'est un activateur de dopamine. Donc, quand vous prenez du café, c'est comme l'énergium, ça vous booste, à condition d'en avoir suffisamment. Donc, l'intérêt, c'est déjà de manger un petit peu plus le matin, donc de manger un peu de protéines le matin. Le matin, vous pouvez manger du gras sans problème et des protéines pour augmenter justement votre taux de tyrosine, de phénylalanine qui vous permettra de faire de la dopamine et éventuellement prendre une tasse de café sans aucun problème. Au contraire, tout ça est bien synergique. Et si vous en prenez un deuxième dans la matinée, ça ne pose aucun problème, c'est antioxydant. Par contre, celui de l'après-midi, pas du tout pareil. Bon, s'il y a d'autres questions, ben vous les posez par mail. Artérite débutante. Philippe, le thé, oui, c'est pareil. Café, caféine, thé, théine. Mais bon, c'est un peu la même chose. Après, le thé vert est beaucoup plus antioxydant. Donc, c'est plus intéressant le thé vert que le thé noir. L'artérite débutante, donc il faut savoir pourquoi il y a une artérite. Donc, vérifiez déjà qu'il n'y ait pas un diabète ou qu'il n'y ait pas de dépôt de cholestérol à ce moment-là. Mais si il y a une artérite, c'est qu'il y a de l'oxydation dans les artères. Donc, la première chose à faire, c'est limiter l'oxydation. S'il y a du cholestérol, ben, il faudra travailler sur le cholestérol. Donc là, vous avez chez Physiona du cholécontrol, hein, qui contient la levure rouge de riz avec différentes vitamines et autres. Les oméga 3, donc alga oméga 3, et antioxydium pour éviter cette oxydation. Donc ça, c'est important. Pas de diabète, pas de cholestérol, fume pas et artérite, ça, c'est pas de chance. Parce que c'est rare les artérites s'il n'y a pas de ce type de facteur. Donc là, il faut regarder pourquoi il y a une inflammation. Il faut chercher, vérifier par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure sur les fructoses. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de jus de fruits ou de choses comme ça? C'est de comprendre pourquoi il y a cette inflammation au niveau des artères, faire un bilan quand même pour vérifier ce qu'on appelle la CRP, donc la protéine C-réactive, faire un petit hydrogramme, regarder le bilan oxydatif. Hein. Vous pouvez faire aussi des bilans oxydatifs. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui entraîne cette inflammation. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un gène? Donc là, vous pouvez vérifier quelque chose qu'on appelle l'homocystéine, qui ferait que ce phénomène-là est activé même avec un cholestérol normal.
Flo qui dit leaky gut. Oui, parce que de toute façon, le leaky gut va entraîner un dérèglement de tout l'organisme, que ce soit au niveau des hormones et surtout au niveau du système immunitaire. Donc ça fait partie de ce que j'appelle moi de l'homéostasie générale. Si on veut être en bonne santé, bon, l'alimentation évidemment, mais déjà faire de ne pas avoir de leaky gut, et le leaky gut va dépendre aussi beaucoup du gluten, des laitages et autres. Donc si déjà on peut mettre une alimentation équilibrée de ce côté-là avec le minimum de facteurs délétères, ce sera beaucoup mieux pour l'organisme. Bon, ben, je crois qu'on va aller vraiment boire ce petit verre de vin rouge quand même, on l'a mérité. Alors, Aurore qui demande est-ce que coller contrôle a une contre-indication? Coller contrôle contient de la levure rouge de riz qui est une statine naturelle. Donc elle a beaucoup moins d'effets secondaires que les statines synthétiques. Et comme un des effets secondaires les plus importants, notamment au niveau des muscles et tout ça, vient que les statines baissent le coenzyme Q10. Mais là, dans le collet contrôle, on vous en a rajouté, si bien que pratiquement, je n'ai jamais vu d'effet secondaire avec ce produit-là. Mais moi, je le répète, je ne l'utilise que si il y a du dépôt au niveau des artères, donc contrôle des carotides et contrôle de l'aorte abdominale au niveau du carrefour. Ça permet aussi le collet contrôle, pour moi, c'est une autre indication. Ça permet souvent, quand les gens ne supportent pas les statines synthétiques et qui a absolument besoin de diminuer l'encrassement des artères, à ce moment-là, c'est une bonne alternative. Et en général, les cardios acceptent qu'on prenne la levure rouge de riz si on ne supporte pas le collet contrôle. Aurore qui demande pourquoi contre-indication après 110 ans, ben ça, c'est les offices de régulation qui obligent à mettre ce type de précaution. C'est comme l'hormonium, on va vous dire attention si vous avez un antécédent de cancer du sein. Si vous avez un antécédent de cancer du sein chez un parent et que vous le prenez vous, si vous en avez besoin à ce moment-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui consomment du soja dans les pays asiatiques ont beaucoup moins de cancer du sein que les occidentaux. Et la deuxième chose, c'est comme c'est un modulateur, si vous avez trop d'hormones qui donc risquent d'entraîner un cancer du sein, vous allez moduler avec l'hormonium. C'est le même type de précaution qu'on demande de mettre. Donc on respecte la loi. Mais bon, moi je ne tiens pas compte de ça. Il a besoin ou il n'a pas besoin. Je préfère 50 fois qu'ils prennent ça que d'aller prendre une statine qui va entraîner beaucoup d'effets secondaires. Par contre, pensez à rajouter aussi des oméga 3. Moi j'ai un peu ce réflexe-là. Les oméga 3, comme de toute façon, il faudrait manger du poisson tous les jours ou des fruits de mer tous les jours pour être à peu près à l'équilibre. Or, dans les populations occidentales, à part le vendredi, les gens mangent peu de poisson. Et donc, ils sont en carence d'oméga 3 pour la plupart. Et en plus, quand vous regardez les supplémentations, quand on fait les statistiques de supplémentation, ça c'est très intéressant parce qu'on a vu par exemple que la vitamine D, grâce au Covid, à peu près une personne sur deux maintenant se supplémente en vitamine D, ce qui est bien. Avant, c'était 1 sur 10. Mais par exemple, les oméga 3, c'est une personne sur 4 qui se supplémente. Donc, pas assez. Laurence, est-ce qu'on doit prendre des compléments en continu ou pause? Ça dépend de l'alimentation. On dit complément alimentaire. Imaginons que je mange du poisson 4 fois par semaine. Donc, 4 jours, j'ai mes oméga 3. Puis 3 jours, je ne les ai pas. Donc, à ce moment-là, si je veux garder mon équilibre optimum, pendant 3 jours, les jours où je ne prends pas le poisson, je prends mes oméga 3. Imaginons autre chose. Je vis, je suis tranquille, ma vie est heureuse, pas de soucis
de couple, etc. Les impôts ne viennent pas me taquiner. Tout le monde, je vis dans un monde de bisounours. J'ai besoin de peu de magnésium. Donc à ce moment-là, mon alimentation pourrait suffire. Mais si je prends un stress quelconque, ou si je vis dans la vie moderne avec tous ces stress à répétition, ma demande de magnésium est multipliée par 2. Et là, mon alimentation ne pourra plus suivre, sauf si je double la quantité de calories. Ce que je dis tout à l'heure, pas possible. Je ne peux pas passer de 2000 à 4000. Donc à ce moment-là, je serai obligé de rajouter. Donc est-ce que c'est continu ou pause? Ça dépend comment je règle mon stress. Donc mon stress n'est pas réglé, j'ai intérêt de garder un taux de magnésium suffisant. Alors, complément que je prends, moi je prends du magnésium, je prends le détoxium pour le foie, je prends les oméga 3, je prends Optivisium, ça c'est ma base, et quand je suis un peu fatigué, j'ajoute du stimulium. J'ai évidemment fait un test d'intolérance pour éviter de manger tous les produits qui ne m'étaient pas favorables, et je mange tous les jours des légumes, ce qui me permet d'avoir ma quantité de fibres suffisante. Par contre, si vous ne mangez pas suffisamment de fibres, je vous rappelle que ce qui nourrit le microbiote, ce sont les fibres, et que là, nous avons un complexe qui a été fait par notre amie Martine Cotina, qui est une grande gastro-entérologue, qui a écrit de nombreux ouvrages là-dessus, et qui nous a concocté une synergie de fibres de manière à pouvoir nourrir notre microbiote. Et ça, c'est un trésor. Donc là, vous avez Prébiomax. Par contre, attention, c'est des fibres. On y va doucement parce que les fibres, si vous n'êtes pas habitué, ça fait gonfler. Voilà, Lélia. L'important, c'est de prendre ce que vous avez besoin. Délia, par contre, c'est très important, ça. C'est moi qui te dis merci. Parce que si vous voulez être, comment dire, performant, convaincant, il faut faire pour vous-même ce dont vous avez besoin. Le complément alimentaire, c'est qu'est-ce que votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Donc là, il faut que vous déterminer votre propre profil, déjà en fonction de votre alimentation, déjà en fonction de votre questionnaire, parce qu'on peut très bien manger sainement. Par contre, votre métabolisme fait que quelqu'un assimilera mieux tel ou tel type de nutriments et l'autre l'assimilera moins bien. Donc ça, c'est important de s'adapter à chacun et à ce moment-là de faire votre propre protocole pour dire voilà, il va me falloir ça pour être optimum et être en pleine forme et en pleine santé. Et là, vous serez encore plus convaincant pour les personnes que vous accompagnez. Moi, j'aime bien les deux, thé vert matcha, j'aime bien les deux. Feu vert pour les deux. Matcha plus performant, oui, c'est. Delia qui dit beaucoup d'oxalate risque de lithiase. De toute façon, les lithiases, il faut bien vous dire une chose, c'est que ça vient sur une sécheresse. Donc, bon, déjà, il faut boire. Et puis après, il faut voir pourquoi vous avez une sécheresse pour comprendre pourquoi vous faites la lithiase. Bon, je crois qu'on va aller voir cet apéritif parce que sinon, on ne va jamais se coucher avec vous. Allez, on se laisse encore 6 minutes et à 30, on ferme les rideaux. S'il y a encore des questions.
N'hésitez pas à partager, hein, c'est le partage qui est le plus intéressant. Hein. Ah ben c'est sûr que le partage, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie. Hein. Si vous avez de l'expérience sur quelque chose ou quelque chose que vous avez noté, qui vous a fait plaisir, y compris les échecs. Hein. Je vous rappelle quand même que le plus gros apprentissage de la vie, c'est les échecs. Il ne faut pas les recommencer, mais par contre, c'est là où vous apprenez le plus. Quand quelque chose n'a pas fonctionné, c'est là que vous êtes le plus performant. Quand tout marche comme la théorie, c'est parfait. Par contre, s'il y a un échec, c'est là où ça devient, je dirais, intéressant parce que ça va permettre de comprendre un peu pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences positives ou négatives. Les deux sont fondamentales. Bon, Marie-Thérèse qui dit l'ivothyrox, mais l'ivothyrox, c'est une hormone thyroïdienne de synthèse qui est que de la T4. Hein. Donc tout le monde n'est pas équilibré avec ça. Excès de potassium par l'insuffisance rénale, ben, il faut essayer de comprendre pourquoi. Par contre, une des premières choses à faire attention, c'est les conditions de la prise de sang. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient un faux excès de potassium parce que la prise de sang était, comme les veines n'étaient pas faciles à trouver, le garrot restait trop longtemps en place. Donc, l'idéal, c'est de demander quand ils font la prise de sang déjà, de faire une prise de sang sans garrot pour voir déjà si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. Et après, regardez les autres éléments qui gèrent le métabolisme du potassium. Là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Hein. Mais déjà, essayer de faire une prise de sang sans garrot pour voir si ça n'a pas été lié à une hypoxie sanguine. Donc, Barbara qui demande si une analyse quantique, ben, tout ce qui est appareil comme le Legoscan, tous ces appareils énergétiques peuvent vous donner une information. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est est-ce que c'est corroboré par votre clinique et donc par vos questionnaires. Si les deux sont corroborés, ben c'est parfait. Si les deux ne sont pas en accord, moi, je donne toujours la priorité à la clinique. Donc, comment votre corps s'est équilibré avec le système. Et si, par exemple, je doute entre deux, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce que vous a donné votre appareil pour affiner votre stratégie. Bon, 2 minutes, et on va passer aux flavonoïdes de Vitis vinifera. Après, il y a une chose que je peux vous conseiller, et ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire, il y a un laboratoire qui fait ce qu'on appelle des BNS, des bilans nutrition santé, qui vont vous donner à la fois la structure au niveau de votre protéine et les fonctions de votre organisme au niveau du sang. Et donc là, ça peut vous donner déjà des idées comment le corps s'est équilibré avec ces différents déséquilibres et comment il a mis ses régulations en place. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez sur Internet, vous tapez MY, MY, bio comme bio, ben voilà.
Vous l'avez là. Donc ça, vous leur demandez un kit. Et ils vous fourniront ça. Ils vous demandez un BNS 24. Et là, vous allez voir comment votre organisme a fait ses régulations en fonction des différents déséquilibres qu'il rencontre. Donc ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je vais tout de suite voir de quelle plante il faut que j'use, ou de quelle fleur de bac, ou de quel minéral, ou voilà, ça me donne beaucoup de renseignements qui vont affiner ma stratégie. Donc quand vous êtes perdu, comme je disais tout à l'heure, vous ne savez pas trop si des fois votre appareil ne vous a pas donné suffisamment d'éléments, ou si vous doutez, vous dites je ne suis pas sûr, faites un bilan BNS et là vous allez voir beaucoup de choses auxquelles vous vous attendiez peut-être pas. Et comme ça vient, c'est directement dans le sang, ce n'est pas une vue de l'esprit, donc ça c'est très intéressant. Bon, je crois qu'on a mérité notre petit apéritif. Donc bonsoir à tous. Et ben, pour une prochaine. Et puis, action. Très important de mettre, comme je vais dire, trouver votre propre protocole et puis faites-en profiter des gens qui vous entourent. Donc, bon appétit, bon apéritif, et puis à bientôt.